Les vraies voix du foot avec un menu copieux, soir de foot, soir de Coupe de France, ça va être d'ailleurs notre premier sujet. On va parler de ce match de demain qui paraît déséquilibré entre les amateurs d'Espaly et le Paris Saint-Germain. Ça va se jouer à Clermont-Ferrand, à Marcel Michelin, et ils ont même emmené leur but. On espère que ça leur portera chance parce qu'on aime toujours les petits poussets. Dans quelques instants, on sera avec Christian Perbet, le président du FC Espaly. Ça se trouve juste à côté du Puy-en-Velay. On passera à la Ligue 1 ensuite avec l'OM. Est-il un concurrent au titre avec sa nouvelle victoire à Rennes? Ils sont maintenant à 7 points du PSG mais 5 points devant Monaco. Ils peuvent plus regarder devant que derrière. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Ensuite, on traversera les Pyrénées pour revenir sur ce classico Barça-Real en finale de la Supercoupe et les 5 buts encaissés par le Real. Le Real peut être un peu trop offensif. Est-ce que 4 stars en attaque, ça fait pas beaucoup? On en parlera avec Nicolas, supporter du Real. On conclura évidemment avec le But Football Club et l'interview. On parlera des transferts, mais de l'interview de John Textor hier qui a fait beaucoup de bruit, notamment pour ses propos vis-à-vis de Vincent Labrune et du président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Allez, c'est parti pour les vraies voix du foot. Sud Radio, les vraies voix du foot. Et on commence, alors avec les vraies voix bien entendu, avec Guy Carlier. Salut Guy. Bonjour à tous. En pleine forme? Ben oui, soir de coupe. Emmanuel Galasso, toujours en pleine forme lui Bonsoir aussi. Philippe. Bonsoir à tous en pleine forme. Maxime Senna, ça va Maxime? Bonsoir, ça va tout le monde? Bordeaux a gagné, ça peut caler bien. Ah bah ça peut caler bien. Et on a un autre supporter bordelais qui fait le web, Quentin Fredon. Bonsoir Quentin. Bonsoir Philippe. Tu n'es toujours pas payé. Non, toujours pas. Allez, En tout cas, moins que vous. On écoute ton édito Guy. Bah non, c'est soir de coupe, évidemment. Alors, dans moins d'une heure, à Bastia, au Mans, à Haguenau, à Guingamp, à Reims, à Dives-Cabourg, à Marseille. Là, j'ai déjà 2 lignes de SACEM. On se rendra au stade avec une émotion particulière parce que c'est soir de coupe. Et l'ambiance n'est pas la même que pour un match de championnat. Vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être en train de vous préparer pour aller au stade, tiens, peut-être au Vélodrome. Bon, au départ, vous allez avoir du mal à vous garer. Là, vous êtes loin, vous allez presser le pas, vous allez avancer vers le stade. Puis vous allez voir les gens arriver, toutes les rues environnantes. Déjà, à ce moment-là, vous ressentirez une connivence, une excitation commune à tous ces gens. Et c'est comme si les cornes de brume des supporters appelaient à une sorte de messe païenne. Il y aura les marchands du temple qui vous vendront des écharpes, des casquettes. Très peu pour Lille, beaucoup pour l'OM. Et puis vous devinerez à l'odeur que vous êtes en approche des vendeurs de merguez et de saucisses de Toulouse. Puis c'est l'arrivée au stade. Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, dès qu'on passe le contrôle, c'est indicible bouffée de joie et on ne sait pas pourquoi. Instinctivement, dès qu'on est dans l'enceinte, on presse le pas et puis peu à peu, on se met même à courir en cherchant sa tribune. Dans le passé, les stades avaient des tribunes aux jolis noms. Tribunes supporters, tribunes pesage. Vous avez connu derrière les buts. Derrière les buts. Et puis, ou alors, elles portaient les noms d'anciens dirigeants. Maintenant, ce sont des chiffres et les lettres. À propos, je voudrais qu'on ait une pensée pour Laurent Romeshko, qui doit être sur son canapé à se goinfrer de chipsters. Non, et pour la dame du dictionnaire, vous savez, le Robert. Absolument. Elle avait deux Robert. Ariane, et c'est Robert. Oui. Donc, ils sont Robert. Et le monsieur de la... Non, bon, je m'égare. Donc, on cherche sa tribune. Et lorsqu'on l'a trouvée, on monte très vite. Cet escalier qui mène au bonheur. On dit qu'en amour, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. C'est la même chose au stade, les soirs de coupe. Quand on arrive tout en haut, en pleine lumière, qu'on voit autour de nous ces tribunes bruissantes, cette pelouse à nos pieds, impressionnante, toujours impressionnante sous la lumière des projecteurs. Cette pelouse où les joueurs s'échauffent déjà, c'est le moment magique. On sent même l'odeur de l'herbe. Je ne parle pas des effluves d'Afghan Kush, parce qu'on est au Vélodrome quand même, mais de l'odeur de la pelouse arrosée par de grands jets d'eau. On trouve enfin sa place, on s'assied 30 secondes après pour bien montrer qu'on fait partie des initiés au bonheur. On demande au voisin s'il a déjà vu un match de coupe au Vélodrome. Il répond « Ah ouais, je me souviens d'un OM Bourg-en-Bresse qui à l'époque jouait en Ligue 2 ». Et il n'y a pas eu de surprise, hein. L'OM a gagné 9-0. La surprise ce soir-là, c'était que Mitroglou avait mis 3 buts. Et on éclate de rire. Ces quelques mots, c'est juste un code, un mot de passe pour montrer qu'on s'est choisi comme copain pour la durée du match. C'est à lui qu'on va dire « Ah mais c'est pas vrai à chaque occasion manquée, c'est dans ses mains ».
qu'on va taper quand l'OM marquera. On va chanter ensemble les pimpons d'ambulance quand un Lillois sera blessé. Bon, c'est vrai, c'est avec lui aussi. On chantera des trucs politiquement incorrects pour un péno oublié, mais on sait bien qu'à Marseille, on dit on t'encule comme les Américains, this fuck. Et puis à la fin du match, on se quittera en disant juste salut, à la prochaine, à la rigueur un clin d'œil, mais c'est tout. On se promet pas des mensonges, du genre on se téléphone, on se fait une bouffe, comme le font les VIPs qui repartent dans leur mini-car climatisé. C'est pour ça qu'on regrette jamais d'être allé voir un match de coupe, car même si ces bonheurs-là sont éphémères, on les garde pour toujours au fond de nous. La preuve, c'est que vous avez, nous tous qui vous écoutez, qui nous écoutez, au fond du cœur, le souvenir de matchs de Coupe de France. C'est pour ça que le foot est si beau, parce que l'éphémère est éternel, mon cher Philippe. Magnifique. Et avec nous, Christian Perbet, le président du Petit Pousset, le FC Espali. Bonsoir Christian Perbet. Bonsoir. Vous avez entendu ce plaidoyer, cette déclaration d'amour à la Coupe de France. On peut imaginer qu'à Espali, alors j'ai regardé 3500 habitants, juste à côté du Puy-en-Velay, la tension monte, non? Oui, écoutez, avec les joueurs, on est déjà parti là, puisqu'on est, on vous parle du Michelin, là, du stade Michelin à Clermont-Ferrand. On est venu s'entraîner ce soir pour purger, on va dire, l'appréhension du stade. Et on vient de faire un entraînement en conditions réelles du match de demain. Donc oui, la pression monte, mais on est prêt. On a organisé ça de manière très professionnelle. On a été beaucoup aidé par la SM Rugby et on jouera demain avec tous nos arguments. Alors justement, Christian Perbet, d'ici demain soir, qu'est-ce qui est prévu ? Comment on se prépare à l'impréparable, j'allais dire, à affronter l'ogre parisien ? Qu'est-ce qui est prévu d'ici demain soir ? Comment va être découpé le planning des joueurs ? Bon, écoutez, déjà on est logé juste à côté du stade puisqu'on a pris l'Ibis à côté. Ah bah c'est bien. Demain matin. Formule petit-déj ou pas Petit-déj, voilà, petit-déj, voilà, c'est ça. Important. On aura beaucoup de journalistes parce que c'est vrai qu'on est sur le feu de la rampe et qu'on prend avec plaisir parce que ça nous arrive pas jamais et que là, ben on va tout faire pour qu'on parle de nous. On accueillera nos bénévoles qui arrivent à 10h30 puisqu'il y a une dizaine de cars qui montent pour préparer le tifo, préparer tout ce qui est prévu demain en fait. Et puis après on se remettra dans notre bulle pour manger la sieste et puis arriver à 19h au stade et mettre notre petit car à côté de celui du PSG qui est un peu plus grand et puis mettre nos 11 joueurs contre les 11 du PSG et coup d'envoi à 21h. Maxime. Oui, j'avais une petite question. Moi, vous dites que le match va se jouer demain à Marseille-Michelin, mais il y a un club de foot à Clermont, non ? C'était pas possible de l'organiser à Gabriel Montpied, ce match ? Oui. Bah, il y a trois choses. D'une part, Gabriel Montpied est en travaux, donc c'était plus compliqué. Et puis, moi, je travaille beaucoup pour la SM Rugby. Et, quand on est auvergnat, on adore le c'est stade mythique Michelin. de jouer à Michelin, forcément. Voilà, ils nous font l'honneur c'est le premier match puisqu'on a même percé les fourreaux pour mettre nos buts, donc c'est un premier match de football dans la nouvelle configuration et on prend avec plaisir parce que l'Auvergne accueille Paris et que le totem de l'Auvergne, c'est le stade Michelin. Guy. Oui, j'ai juste une question. C'est vrai que c'est touchant cette histoire de poteau, de but que vous avez amené là-bas. C'est un peu ça, la magie de la coupe et tout ça. Mais vous ne croyez pas que la magie de la coupe, j'imagine qu'il y a des contingences financières, mais ça aurait été de jouer à Espali, à moins que ce soit uniquement des problèmes d'infrastructure homologuées ou pas. Alors, ou est-ce que c'est des raisons... Pardon ? Non, le stade est homologué T3, mais ni le stade d'Espali ni le stade du Puy-en-Velay n'ont été proposés par la FFF par rapport à la jauge supporter. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le choix. En Haute-Loire, il n'y avait pas de possibilité. Notre stade est à la norme. On aurait pu jouer, mais on aurait joué à huis clos, donc c'était un peu bête. Oui. D'accord. Donc voilà, c'était soit Geoffroy Guichard, soit le stade Michelin. On adore GG, donc il n'y a pas de problème. Geoffroy Guichard, c'est notre stade de foot. Par contre, il fallait pas y aller avec des poteaux carrés. Il fallait pas y aller avec des poteaux carrés là-bas. Voilà, pas de poteaux carrés. Et puis le PSG jouait déjà la SS dimanche. Enfin, voilà, il y avait différentes petits détails qui ont fait qu'on a penché pour le stade Michelin. Christian Perbet, quel est le profil de vos joueurs ? Parce que ceux du PSG, on les connaît par cœur. Vous, c'est quoi ? Un étudiant, un plombier, un professeur des écoles ? Oui,
en a la moitié qui travaillent, on va dire, dans la vraie vie. Il y en a 2 à l'usine, il y en a un qui fait des sites internet, il y en a 3 qui travaillent pour les commerçants du Puy-en-Velay. Il y en a qui sont dans le marketing et puis les autres sont étudiants via notre club pour passer des diplômes. Et est-ce qu'il y en a... fédéral. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y en a qui vivent du foot ? Ouais, on va dire qu'ils se font un complément avec le foot, mais ils ont forcément un appoint à côté parce notre budget est de 520 000 euros pour tout le club, donc d'accord. On n'a pas du tout de star et on est vraiment en M3 le plus petit budget de notre pool, mais on veut y être et ça nous va bien. C'est vrai que 520 000 euros, ça fait rêver au PSG, quoi. Par rapport Christian, au PSG, au classement, vous êtes entre Saint-Etienne et Lyon. Alors c'est les équipes 2, mais je trouvais ça sympa de vous voir juste entre Saint-Etienne et Lyon. Vous êtes habitué au grand nom. Au-delà de la Coupe de France, quel est aujourd'hui le projet sportif à Espali ? Qu'est-ce qui se projette sur les prochaines années ? Bon, j'imagine que l'objectif là, c'est la montée en National 2. Voilà, comment vous voyez le futur du club? Alors là, c'est vrai que c'est une bulle magnifique face au PSG et cette aventure en Coupe de France, mais plus globalement, quel est le futur pour les objectifs à venir pour Espali? Écoutez, déjà sur les 12 dernières années, on est passé de D1 en N3, donc on a fait une grosse progression sportive. Donc là, c'est de se stabiliser un peu en N3 et puis voir plus loin. On est monté avec un groupe jeune qui est passé de R1 à N3 et qui est toujours là, puisque 80% de nos joueurs sont restés à l'intersaison. Et c'est de pousser ce groupe, bien sûr en agrégeant d'autres joueurs, mais de pousser ce groupe au maximum pour voir si là, le niveau N3 est plus, si possible. On refusera jamais une montée, mais aujourd'hui, on est plus à stabiliser en N3 que vouloir monter en N2. Et là, vous jouez. N2 et voilà, quoi. Vous considérez que vous jouez le maintien ? Oui. Et dans cette optique, est-ce que vous pensez que la Coupe de France peut booster l'équipe ou au contraire être dangereuse, vous fragiliser en vous fatiguant, en fatiguant vos joueurs ? Ouais. C'est tout le discours qu'on a eu depuis le début janvier. C'est le match d'une vie et il y a 15 matchs de la saison. Donc le match de la vie, il faut y croquer à pleines dents. D'accord. Et puis dès dimanche, on va les jouer au Lyonnais et on va les mettre le bleu de chauffe. On a joué contre Bourgoin là ce samedi. On a fait 1-1. Eux aussi, ils jouent contre l'OL et les joueurs se sont pas économisés. Je pense qu'on a un groupe 5 qui saura faire la part des choses, mais pour ce soir et pour demain, il faut vivre pleinement ce match. On va poser une question indiscrète. La prime de match, c'est quoi au cas où on sortirait le PSG? Est-ce qu'elle est négociée déjà, la prime? Ouais, vous savez, quand on a commencé à négocier au début de l'année, on n'avait ni prévu le 32e ni le 16e. Donc si on est à passer... J'ai une gestion très paternaliste et ils savent que je les oublie jamais, mais que il vaut mieux ne pas me demander. Je suis plus généreux quand on me demande pas. Moi, je suis sûr que les joueurs sont à l'écoute et ont reçu le message en toute question. Christian Perbet, c'est un anniversaire, oui. Un quart de siècle, il y a 25 ans, Calais atteignait la finale de la Coupe de France. C'était contre le FC Nantes. Est-ce que ça vous fait rêver un tel parcours? Ouais, ça fait rêver. Vous y croyez? Je crois pas que... Non, je ne crois pas, mais on croit demain à ce qu'on va faire et on va dire à chaque match ce qui s'appelle. Mais on veut jouer le match, on veut le jouer comme il faut, on veut amener nos joueurs dans les meilleures dispositions mentales et puis qu'ils fassent, et surtout qu'ils aient aucun arrivé à la fin. Vous êtes le symbole de ce qu'est la Coupe de France, vous rendez compte de ça, vous symbolisez ça. Le petit pousset. Oui. Bah oui, bien sûr. Et le sondage... Oui, on s'en rend compte. Allez-y Christian, et le sondage, Quentin? Oui. En effet, donc on a posé la question à nos auditeurs pour savoir si la Coupe de France intéressait toujours le public, et à 72%, les auditeurs ont répondu non. Ah oui, c'est fou ça. La Coupe de France n'intéresse plus. Ah bah ça c'est quand même fou. Alors vous pouvez aller voter évidemment sur Twitter. C'est-à-dire que d'accord, mais le championnat les intéresse encore moins. C'est ça le truc. Question. Alors c'est le foot en général qui les intéresse moins. Christian Perbet, on envoie plein de vos ondes à vos joueurs avec les vraies voix du foot parce que un petit club, faut quand même le dire, qui va se fader le Paris SG à 11 contre 11 sur un terrain. Vraiment, on a le cœur qui bat pour vous. Et si vous réalisez l'exploit, je vous promets, là vous revenez pour en parler parce que si vous avez encore de la voix, c'est la question qui va se poser. Ouais. Allez, bonne chance à Espali pour c'est demain soir à 21h au stade Marcel Michelin de Clermont. Tout de suite, on va parler de l'OM. 2 salles, 2 ambiances et eux, peut-être qu'ils regardent vers le titre. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix du foot.
Retour des vraies voix du foot avec bien évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat et Quentin Fredon au web. C'est notre deuxième question. L'OM n'est plus qu'à 7 points du Paris Saint-Germain, mais il a fait le trou avec Monaco, 5 points d'avance. Et on vous pose cette question, est-ce que l'OM joue le titre, Quentin? Qu'en disent les internautes sur Twitter? Ça va vous ravir, les auditeurs sont à 50-50. Alors ça, au moins, 50% croient au titre, le reste, ils y croient pas. Et ils pensent que PSG est trop devant. Eh ben écoutez, on va en parler. On a Aymeric d'Aix-en-Provence, supporter de l'OM. Bonsoir Aymeric. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Alors, est-ce que vous croyez au titre pour l'OM? Est-ce qu'ils peuvent aller titiller le PSG? Écoutez, franchement, pour être objectif, moi je dirais qu'on a quand même notre chance. Après, c'est vrai que à Paris, on voit bien qu'ils écrasent le championnat année après année, sauf il y a eu des années où ça n'a pas été le cas, mais la plupart du temps, c'est vrai que quand ils prennent un peu d'avance et qu'ils font le trou au niveau des points devant, donc ça commence à être important. Donc là, je dirais que 7 points, on va dire qu'on a encore nos chances. Mathématiquement parlant, c'est pas encore fait. Donc et puis moi, avec mon cœur de supporter, on va dire que j'y crois toujours. J'y croirai tant que c'est possible. Guy. Oui, parce que tu dis année après année, mais cette année précisément, c'est pas tout à fait la même limonade. Parlons de la dernière journée. Paris a battu Saint-Étienne. C'est pas une victoire qui, sur le plan, je dirais, de la technique collective ou du plan de jeu, était éblouissante. Et l'OM, par contre, poursuit sa progression constante, a été impressionnant une fois de plus. Et on commence. Moi, je suis supporter du PSG, donc je suis d'autant plus. Mais j'ai toujours eu un fait pour l'OM, comme les mecs qui lisaient tes Beatles ou Rolling Stones, c'est une connerie. Oui. Si t'aimes la musique, t'aimes les deux. Si t'aimes le foot, voilà. C'est sûr. Et l'OM, c'est un club attachant. C'est un enfant, ce club. Tu vois, voilà, c'est immature. Et cette année, ils ont un papa qui leur donne bien une belle leçon, et je pense qu'ils sont sur la voie d'une très très belle saison au championnat, et je pense que c'est pas impossible qu'ils viennent titiller, comme dit Philippe, le PSG. Moi, c'est une belle question que vous posez là, parce que je vais vous faire un petit rappel de ce qui s'est dit la semaine dernière. Maintenant, oui, la deuxième place doit être à nous. Si c'est la première, je vais pas mentir, je prends, ça serait merveilleux. Oui, la deuxième place. Mais même du titre, hein, Marseille est à 7 points de Paris. Oui, faut les remonter. Si Paris continue en Ligue des Champions, ils vont perdre des points en championnat. Rien n'est fait. Voilà. Clairement. 7 points, c'est rien. Moi, je les vois bien se battre jusqu'au bout. Maxime, t'es pris dans l'euphorie marseillaise. Là, tu vois trop. Je te connais et je le vois dans tes yeux, tu vois trop. Donc, ça me fait doucement rire que vous posiez la question cette semaine. Oui, mais tu vois, ce qui est bien, c'est que t'as laissé ma réponse derrière. Il y a eu une journée de championnat. Oui, mais les gars, juste, il y a quelque chose, moi, que vous, dans votre réflexion, en fait, moi je pense que ce qui vous oriente, c'est Monaco et Lille qui marquent le pas. Oui. Donc en fait, que ça ralentisse derrière, ça on est totalement d'accord. Que Marseille se renforce à la deuxième place, on est totalement d'accord. Mais Paris continue de gagner. Alors après on peut parler de la forme face à Saint-Etienne, t'as raison Guy. Mais Paris... je parle du jeu, de la qualité du jeu. Et sur la distance, c'est ce qui fera la différence. Oui, mais sur la distance, pour l'instant, Paris ne tremble pas depuis le début de saison. C'est ça, ils ne trembleront pas. Mais j'imagine qu'ils peuvent les titiller. Que Marseille, que les supporters de l'OM, que les joueurs ambitionnent d'être champions. Il faut toujours avoir de l'ambition. Et vaut mieux regarder en haut qu'en bas d'une manière générale. C'est un peu impensif. Mais je pense que il vaut mieux être dans cette dynamique-là maintenant. Il faut juste pas confondre entre derrière, ça lâche un peu ce qu'on voyait comme les concurrents directs de Marseille, à savoir surtout Monaco et à moindre mesure Lille, ça freine un peu. Mais pour être champion, il faut passer devant Paris, il faut que Paris lâche et il faut que Marseille soit dans la continuité. Et moi, sincèrement, j'y crois pas du tout. Alors là, tu as complètement raison. Ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire Lille et Monaco, c'est d'une inconstance totale. C'est des sables mouvants. Monaco, il démarre un match, tu sais pas ce que tu vas voir. Ils peuvent taper le Barça et perdre contre Montpellier, schématiquement. C'est pas l'Italie, c'est presque l'Italie, mais c'est la Dolce Vita. Les mecs se laissent vivre. Et c'est hallucinant avec les joueurs qu'ils ont, avec l'entraîneur qu'ils ont, qui est excellent. Ils sont inconstants. Et ce qui est intéressant, c'est que le parallèle que tu faisais entre la Ligue des Champions et le championnat, je trouve qu'il est justement totalement valable pour Monaco et Lille qui
cartonnent en Ligue des Champions, mais qui laissent des plumes en championnat. Oui. Paris, c'est pas le cas. Paris est en grande difficulté en Ligue des Champions, mais il y a une constance et une régularité. Et c'est d'ailleurs leur colonne vertébrale depuis le début de la saison. C'est le championnat. Et heureusement qu'ils se reposent sur ça, parce que les seules certitudes qu'ils peuvent avoir, c'est grâce au championnat et pas la Ligue des Champions. Aymeric, est-ce que le meilleur allié de l'OM, ce serait pas une qualification du PSG en Ligue des Champions, parce que ils seront obligés de passer barragiste avec 2 matchs où tu vas laisser des plumes. Là, ils ont 2 matchs où ils vont devoir mettre 200% des tripes sur le terrain. C'est Manchester City au Parc des Princes et Stuttgart en Allemagne. Est-ce que c'est pas le meilleur? Est-ce que vous avez pas envie de crier allez le PSG quand ils vont jouer City et Stuttgart, vous qui êtes supporter de l'OM, et demander à un supporter de l'OM de crier à PSG? Trop, là, Philippe. Non, j'ai vu un film qui se passe un mercredi soir où il demande dis allez l'OM, allez l'OM. Hein. T'as raison. Villeray comment il s'appelle? Thierry Lhermitte et Villeray. Oui, non, c'est Daniel Prévost. Voilà. C'est pour le cinéma. Bah écoutez, franchement, moi je rejoins pas mal d'arguments qui ont été donnés ce soir. Déjà le premier, je vais revenir sur cette Ligue des Champions, parce que c'est vrai que Paris, ils vont forcément lâcher des plumes dans le parcours. Moi tous les ans, je me fais un régal. Je suis désolé pour les Parisiens qui nous écoutent, mais tous les ans, moi je me fais un régal de regarder les matchs. Et malheureusement pour eux, je suis toujours avec l'équipe adverse, donc bien sûr je suis le premier à crier, et d'ailleurs dans mon quartier c'est pareil, donc je pense que sur les parcours européens de l'OM, un peu de modestie s'impose, quoi. Mais non, mais ils font pas l'Europe, donc ils ont mais sur les historiques, notamment le dernier. Mon ressenti quand évidemment, c'est un truc de supporter. Donc je vais pas non plus, on va pas non plus. Moi, je regarde Paris. Alors les années où ils ont été très bons avec Ibrahimovic et Laurent Blanc, etc. Faut le dire aussi. Moi, j'ai un avis quand même objectif sur cette équipe. Moi, cette année, elle m'impressionne pas. Donc, et puis il faut dire aussi que cette année, nous, on n'a pas de Coupe d'Europe à jouer. Oui. Donc évidemment, si le sujet ce soir c'est le titre pour l'OM, j'ai envie de dire qu'on a nos chances encore une fois. Mais on verra bien. Après, moi, je suis quand même supporter du foot avant tout, et donc bonne chance à Paris. Mais je pense que ça va être compliqué cette année quand même. Aymeric, vous jouez pas la Ligue des Champions ni la Coupe d'Europe, mais vous jouez la Coupe de France ce soir contre Lille. Comment tu situes cette compétition? C'est quand même un moyen d'obtenir un trophée, et c'est pas un luxe à l'OM. Je crois que c'est 2010, le dernier trophée, le championnat de France. Est-ce que tu penses que l'OM a ses chances de battre Lille déjà ce soir, qui est la dernière équipe qu'ils n'ont pas battue? 7 derniers matchs de Marseille, 6 victoires, et le seul match qu'ils n'ont pas gagné, c'était contre Lille, 1 partout. Oui. Est-ce que tu penses que Marseille peut gagner ce soir, et est-ce que tu mets un vrai objectif autour de cette Coupe de France? Alors moi je pense que si on écoute bien ce qu'a dit l'entraîneur, je pense que pour lui déjà, et pour le club d'ailleurs, c'est un objectif cette année. Balerdi l'a dit, c'est un des objectifs les plus rapides, on va dire, pour avoir un titre cette année. Donc moi je partage ça. Je pense qu'on a toutes nos chances, parce que sur un match, on l'a bien vu l'année où on a gagné contre Paris, justement, il y a eu une telle ferveur au Vélodrome. On a réussi à l'emporter 2-1, un match magnifique avec de la niaque, de Grinta. Donc ça, moi, je dis qu'on a toutes nos chances pour avoir ce titre-là. Surtout que plus les années passent, et plus on se dit que ça devient possible, parce que forcément on a envie d'y croire. D'autant que le Vélodrome sera plein ce soir, et que je pense que la preuve que l'OM tient à cette coupe, c'est que l'entraîneur n'a pas fait tourner, De Zerbi n'a pas fait tourner. C'est l'équipe type qui va jouer ce soir. À part le gardien, a priori. Bon. Et pour les deux. C'est une info. Je ne l'avais pas. Ouais. Je pensais que Merlin pourrait rentrer, mais non, il est fidèle à Garcia, je crois, à gauche. Et a priori, il a son trio de milieu de terrain. Si vous voulez, on a la composition. On a la compo qui est tombée là. On peut aller la voir en direct. Avec Delange dans les buts, Murillo, Balerdi, Cornelius et Merlin en défense. Heusberg, Rabiot, Rongier évidemment, et Greenwood, Luis Enrique et Mopé.
Ouais, voilà. Pour moi, je m'étais basé sur l'équipe qui donnait une autre compo. Moi, c'est la composition officielle sur le Twitter de l'Olympique de Marseille. Ah, d'accord, ok. Alors, c'est pas que sur l'équipe. Alors, on va se fier si c'est l'OM qui le dit, c'est l'OM qui le dit. Donc, Coupe de France, objectif peut-être plus raisonnable, parce que par exemple, on joue le PSG chez soi, on peut les éliminer sur un match. Plus raisonnable que la Ligue 1, Aymeric ? 100%. Et puis, de toute façon, moi, je suis à fond derrière l'OM, donc je veux les voir gagner à tous les matchs, même les amicaux. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc ce soir, j'y crois à fond. Après, le seul truc, voilà, il n'y a pas Rouli dans les cages ce soir si jamais on va à la séance de tir au but. Donc c'est un petit élément quand même. Voilà, j'ai regardé un peu la compo avant le match, et c'est vrai que c'est le truc que j'ai retenu, quoi. Petit bémol. Merci Aymeric d'Aix-en-Provence, supporter historique de l'OM. Dans quelques instants, on va traverser les Pyrénées et on va aller parler de ce qui s'est passé lors du Barça-Real de samedi dernier. Un score fleuve de 5-2, une défense du Real dont on peut dire qu'elle avait organisé une soirée portes ouvertes. Et on va traverser la mer Rouge aussi, parce que c'était au Qatar. Oui, exactement. Oui, mais c'était un match c'était deux équipes espagnoles. Bien vu celle-là. La mer Rouge et même une partie de la péninsule arabique, parce que c'est sur le côté est. Allez, on se retrouve tout de suite et on aura avec nous Nicolas, supporter du Real Madrid. Retour des vrais voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon pour le web. Et tout de suite, on a le coup de gueule de notre ami Emmanuel Galasso. Oui, week-end agité. J'étais devant ma télé, j'ai suivi évidemment la Ligue 1 comme tous les week-ends, et on a eu pléthore d'erreurs d'arbitrage ce week-end. Je pense que vous l'avez remarqué, et ça se répète. C'est surtout ça le problème. J'ai juste je vais vous citer 3 matchs parce qu'on pourrait faire toute l'émission sur les erreurs du week-end. Il y a eu Rennes-Marseille avec 2 situations similaires, des mains dans la surface. Dans un cas, on siffle penalty, dans l'autre, on siffle pas penalty, on sait pas pourquoi. On n'a pas de justification. Toulouse-Strasbourg, but refusé pour une position de hors-jeu de Mackenzie qui ne fait pas action de jeu, donc par définition, il n'est pas hors-jeu. Il est donc hors-jeu passif, donc il n'est pas hors-jeu. Et PSG Saint-Etienne, but refusé pour une faute imaginaire sur Barcola. Dans les 3 cas que je viens de citer, la VAR est intervenue et la VAR s'est trompée. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un souci avec une VAR qui est très interventionniste, qui est l'assistance vidéo à l'arbitrage, quand même, on rappelle, qui est censée aider l'arbitrage. Une VAR qui a 5 ans d'existence en France, qui est arrivée en 2019. Et j'ai mené ma petite enquête pour savoir finalement, est-ce que cette VAR a été bénéfique pour le foot, pour notre Ligue 1. 75%. 75%, c'est le nombre d'erreurs d'arbitrage qui ont été corrigées grâce à la VAR. On nous avait vendu 100% au moment de la LFP, la LFP quand elle avait annoncé cette arrivée de la VAR. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Exactement. Et au-delà des chiffres, Philippe, moi ce qui m'embête le plus, c'est que la VAR nous a enlevé finalement ce qui fait l'essence même de notre passion pour le foot, qui est l'émotion, qui est la joie quand ton équipe marque un but, qui est le dépit quand elle en encaisse un, la colère quand il y a un hors-jeu ou une faute qui n'est pas sifflée. Tout ça, on nous l'a enlevé, et aujourd'hui, on attend, quand une action de jeu, quand un but vient d'avoir lieu, on suspend nos émotions, on attend 1, 2, 3, 4, 5 minutes avant que la VAR se prononce, et quand elle se prononce, on a une émotion comme superficielle qui arrive, on se dit, il faut quand même être heureux, mon équipe a marqué, mais l'émotion est passée, parce que c'est instantané, une émotion. Y compris pour les joueurs qui marquent, et puis qui se disent, j'ai peut-être la limite de hors-jeu, qui n'explose plus de joie. Tout devient superficiel. Et qui après sont déçus. Et aujourd'hui, moi, ce que je demande, parce que ça reste une décision humaine, c'est un outil technologique, mais c'est une décision humaine, c'est qu'on repense la VAR, qu'on repense totalement le mode d'arbitrage. Il y a une technologie qui fonctionne bien, qui est la goal line technologie, donc je suis pas un anti-progressiste absolu, je dis juste qu'il faut repenser ce modèle, réfléchir à une alternative, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, pour ce qui est de l'arbitrage, on va droit dans le mur. Guy Carlier, d'accord avec ça ? Oui, je connaissais la position d'Emmanuel là-dessus. Je m'apprêtais à dire le contraire par plaisir. Non, mais parce qu'il y a des arguments contre. Mais il l'a dit avec suffisamment de finesse et de précaution. Et c'est vrai que la seule question à se poser, c'est est-ce que l'avantage que procure la VAR sur les situations où elle est efficace vaut la perte d'émotion, vaut ça. Et parce que le problème de ce qui souligne, c'est pas le problème de la VAR, c'est le problème de l'homme derrière la VAR. Oui. Tu vois ? Et donc tu reviens toujours au même problème, c'est-à-dire que l'homme est faillible, comme l'arbitre est faillible. Alors, tu es là, tu corriges beaucoup de fautes grâce à la VAR, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de casser ce qui fait une partie de l'émotion du foot, quand tu vois le mec qui marque, explose de joie,
et qui ensuite, il y a cette attente insupportable. Et puis ces signes, ces rituels, le mec qui dessine un écran avec les mains. Enfin, ça c'est insupportable. Ça tue l'émotion du foot. Maxime. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que c'est un avantage indéniable au football moderne. 75% d'erreurs corrigées, c'est énorme. Et c'est pas 100%, Max. C'est pas 100%, mais ça sera jamais 100%. Parce qu'il y a toujours de l'humain derrière l'écran. Oui. Mais c'est énorme, 75%. Moi, je peux vous dire, de parcours de supporters, en Ligue 2 et en N2, on n'a pas la VAR. Non. Et ces 2 derniers week-ends avec les Girondins de Bordeaux, on a eu un arbitrage plus que limite. J'aurais bien aimé avoir la VAR sur ces 2 derniers matchs. Ça nous aurait évité de perdre des points, notamment contre Locminé, et d'avoir des matchs un peu sous tension qui se terminent à un but de la victoire à la 98e. Enfin, tu peux pas empêcher ce progrès-là qui permet aussi de faire avancer le football et qui évite des injustices comme il y a eu par exemple en 82 ou Monde, 66. Mais moi, Max, ce que je te dis, c'est que je veux pas qu'on revienne au football d'avant où il y avait juste les arbitres. Je dis juste qu'il faut trouver une alternative technologique. La goal line fonctionne bien, faut la laisser. Il faut trouver une alternative technologique qui ne permettent pas l'erreur. Déjà, ce qu'il faut réformer dans la VAR, c'est le fait que quand on va la consulter, l'arbitre perd des points sur sa note. Ça, c'est vrai. Ça, je comprends pas pourquoi ça existe. C'est clair. Ça, c'est aberrant. Alors, Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la VAR fonctionne bien sur le hors-jeu et que le gros problème de la VAR, mais c'est pas un problème de VAR finalement, c'est un problème de règlement, c'est les mains. Le hors-jeu, le hors-jeu, c'est super intéressant parce qu'il y a des arbitres qui sont prononcés et en fait, ils te disent tu ne peux pas, parce que finalement c'est un humain qui appuie sur un bouton qui dit on arrête l'image à ce moment-là. Et en fait, le moment la milliseconde avant ou la milliseconde après, ça reste un choix humain. Donc en fait, c'est intéressant, Guy, c'est un bon exemple. Ça, avec l'intelligence artificielle, ça va être résolu très vite. Totalement, mais pour l'instant, ça l'est pas. Mais je dis, il faut pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se contente en disant, c'est quand même mieux, c'est la VAR. Je pense qu'il faut quand même avoir des réflexions et pas être fataliste en disant, il y aura toujours des erreurs. Les amis, on a Nicolas, supporter du Real Madrid. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à tous. Alors, on a entendu le coup de gueule d'Emmanuel sur la VAR. Le moins qu'on puisse dire, on va justement revenir pour faire le lien sur le Real n'a pas besoin de la VAR. Il y a quand même eu 2 grosses décisions avec une longue analyse VAR. Le penalty pour la semelle de Camavinga. Moi, je me demande comment est-ce qu'on a besoin de la VAR pour siffler penalty là-dessus. Parce qu'à vitesse réelle, ça me paraissait évident. Il touche pas le ballon, semelle sur la cuisse, c'est penalty. Et ensuite, pour le carton rouge de Chesney, pour la faute sur Mbappé. Mais là, je vais prendre un peu la défense de l'arbitre. Faut quand même voir à vitesse réelle, est-ce qu'il le touche ou est-ce que l'autre plonge, Mbappé plonge avant que Chesney le touche. Est-ce qu'en Espagne, on a la même approche sur la VAR qu'Emmanuel, Guy et Maxime, ou est-ce qu'on dit non, c'est très bien, faut que ça continue comme ça? Nicolas, en voyant le match Barça-Real. Après, je pense que sur le match, l'arbitre, il laisse très souvent jouer. Il préfère favoriser le jeu. Il revient à la décision après. Et après, ça donne des situations un peu confuses. On le voit notamment sur le penalty de Camavinga. Je veux dire, c'est vrai que tout le monde le voit dans le stade. Et c'est vrai que même les joueurs presque ils se regardent dans le coin des yeux en mode c'est quand que ça va arriver. Et après, en plus, c'est pareil sur Chesney parce qu'il ne siffle pas directement. Non. Et c'est vrai que là... ça, c'est devenu une habitude chez les arbitres de laisser jouer. Même quand un joueur est hors jeu de 10 mètres, ils attendent que la fin de l'action se fasse. Ce qui est fou. Mais il y a eu un autre cas, Nicolas, je sais pas ce que tu en as pensé, qui est pour moi parce qu'on reste dans le domaine de la VAR, qui est un domaine qui m'a beaucoup occupé ce week-end, le but d'Mbappé qui aurait pu quand même faire basculer le match, parce que Barcelone domine, Mbappé marque à l'origine du but d'Mbappé, il y a une faute. La récupération qui est visionnée, qui n'est pas vérifiée, et qui là, Max, on en revient à ce qu'on disait, qui est une erreur manifeste. Donc là, la VAR doit dire, tu as commis une erreur manifeste, il y a une faute au début de l'action. C'est Vinicius qui fait faute, c'est ça. Sur une récupération. Ça, c'est dans les rituels du championnat d'Espagne, enfin des compétitions où est engagé le Real Madrid. C'est du courant, ça. C'est à sortir du débat sur la VAR, même sur l'arbitrage. T'en parles. Bon, après, le Classico, c'était pas que ça, heureusement. Alors, Nicolas, est-ce que finalement, ce match, il démontre pas que le Real, aujourd'hui, c'est une équipe qui a une attaque de feu, mais qui sait pas défendre? Parce que quand on regarde les buts, on peut dire que c'était un peu soirée portes ouvertes sur certains buts. Si, c'est peut-être une équipe qui attaque trop justement, parce que on le voit sur plusieurs buts, l'équipe elle est complètement coupée en deux. Il y a tout le temps Rodrigo, Vinicius, Mbappé devant.
Et quand Bellingham va en plus se porter vers l'avant, et ben quand il y a des contres, et ben ça pardonne pas. Bon, après ça excuse pas tout, parce que sur certains buts, je pense normalement au 5-2, enfin au 5-1 pardon du Barça, l'équipe se fait couper en deux sur 2 passes vers l'avant, quoi. Ouais, c'est ça. Je veux dire. Ça part côté gauche et on ne voit plus personne. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis même après, il y a trop de liberté. Si on pense au super centre de Koundé. Enfin, il est seul au monde et on peut pas faire mieux pour le laisser tout seul. C'est clairement. Mais c'est un super centre. C'est une super tête de Rafinha aussi. C'est magnifique. Malgré tout, il faut le dire. Mais et puis sur ce moment-là, on voit aussi des lacunes de Vasquez derrière, de Tchouaméni qui est pas à son poste. Je pense qu'il y a plein de raisons. Il y a un gros chantier au niveau de la défense du milieu au Real et en plus de l'apport défensif des attaquants aussi. Juste une aparté sur Tchouaméni, parce qu'on a vu le débat il y a 3 semaines, enfin, en décembre, et moi je disais que Tchouaméni est visiblement Ancelotti est de mon avis, ce qui me flatte, que Tchouaméni reste meilleur en défense centrale qu'au milieu de terrain, parce que vraiment, pour ceux qui suivent de manière assez assidue le Real, et j'en fais partie, Tchouaméni au milieu c'était atroce, vraiment c'était atroce. Si Camavinga a pu avoir le temps qu'il a eu, c'est parce que Tchouaméni lui a laissé. Aujourd'hui, il est en défense centrale, qui est son meilleur poste au Real sur la longueur, et c'est visiblement pas là. Non, mais parce qu'il a plus de poste, il a plus de place au Real. La vérité, c'est que je sais pas ce que t'en penses, Nicolas, mais il doit plus être dans le 11 aujourd'hui, Tchouaméni. C'est pas possible. Et alors surtout, il manque Militao, il manque Alaba, il manque du monde, mais milieu. Il manque du monde derrière. C'est pour ça aussi. On a beaucoup parlé aussi la semaine dernière et d'autres semaines de Mbappé, c'est récurrent. Il revient vers sa meilleure forme. Il a fait des gestes. De plus en plus, on retrouve des gestes mbappesques. Le son but est splendide. C'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais c'est la réalité. En fait, c'est Mbappé, il marque un but sublime, mais c'est lui qui fait perdre le Real. C'est lui qui fait perdre le Real parce que les dirigeants du Real ont mis Ancelotti, qui est un bon entraîneur, dans une situation impossible, un casse-tête impossible, avec 4 attaquants. Oui. Donc Bellingham, Vinicius, Bellingham, Rodrigo et Mbappé. Et de ces 4, il y en a un qui fait absolument pas le boulot de repli, de boulot défensif, c'est Mbappé, comme il faisait au PSG. Mais au PSG, donc l'équipe jouait pour lui. Redescendre aussi. Et donc, au milieu du terrain, tu as Camavinga et Valverde. Oui. D'accord. Face au Barça, qui est pas au mieux, qui est à la rue complète, c'est le moins donc qui est pas meilleur que Tchouaméni qui a été remis en défense centrale. Et derrière, tu as, c'est le désert de Gobi la défense. On n'en parle même pas. Ferland, tu vois, Rudiger qui est plus l'ombre que l'ombre de lui-même. Il y a en fait le Real, c'est Courtois en défense et une attaque. C'est ça. Tu vois. Et dans l'attaque, t'as un mec qui revient pas défendre. Moi là, je trouve il y a franchement Maxime qui voulait réagir, les gars. Je pense qu'on va dire la même chose avec Emmanuel, mais on peut pas tout reprocher à Mbappé non plus. Je veux dire. Je suis d'accord. C'est la provocation. Non, mais je t'ai dit. oui, bien sûr. Mais essaie de le penser un peu quand même. Il y a un vrai problème technique. Il marque pas, ça va pas. Il marque, ça va pas quand même. À un moment donné. Ouais, mais Maxime, je vais te dire, moi le problème là aujourd'hui, tu pointes du doigt Mbappé. Est-ce que tu vois Vinicius depuis 4 mois? Non, mais juste pointé du doigt Mbappé. J'ai dit que l'équipe tu dis que le déséquilibre part d'Mbappé. Moi, je te dis que le déséquilibre ne part pas d'Mbappé. Le déséquilibre, là où tu as raison, c'est qu'il y a un empilement de stars. Et là, on revient en Galactique 2002. C'est la même chose. On empile les stars. Une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de les faire jouer. Et Ancelotti se dit, bon, parce qu'il est aussi un peu politique, on connaît son management, il dit, je veux froisser personne. Il a mis Bellingham à droite pendant un certain temps, ça n'allait pas Bellingham. Donc là, il veut faire plaisir à Bellingham en le mettant en 10. Et il se retrouve avec 4 joueurs offensifs. Philippe, je termine. 4 joueurs offensifs qui ne défendent pas tous. Vinicius défend beaucoup moins qu'avant, Rodrigo aussi. Et aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Et le péché comme Makelele qui était parti en 2003, c'est le départ de Toni Kroos et un milieu qui a perdu son point d'ancrage et d'équilibre. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec vieillissement de Modric, Camavinga et Valverde qui ont besoin d'avoir un mec derrière parce que c'est pas des box-to-box. Tous les deux, ils peuvent pas à eux deux couvrir les tâches défensives et offensives. Et ce déséquilibre part d'un empilement de stars. Mais pour moi, c'est autant Mbappé que Bellingham. C'est dommage qu'ils n'aient pas Tchouaméni au milieu. Ça serait dommage d'avoir un milieu box de box. Ce serait encore plus catastrophique. D'acheter un mec que tu as acheté 100 millions. Oui, je voulais poser une question à Nicolas. Est-ce que, comme l'a dit justement Emmanuel, le Real se PSGise pas? C'est-à-dire que tu avais des stars, Neymar courait pas, Messi courait pas, Mbappé se repliait pas, mais tu les faisais jouer parce que tu étais obligé de les faire jouer pour pas mettre le feu dans le vestiaire, et que là on assiste à la même chose version Real Madrid.
Ben si, je pense que comme le Guy le disait, en vrai, ça ressemble beaucoup au PSG de Messi, Neymar, Mbappé, avec toutes les grandes stars devant et qui défendent peu. Après, j'étais aussi d'accord pour le départ de Kroos. Le départ de Kroos, il fait vraiment mal à l'équipe. C'est clair, c'était le métronome. On ne se rend vraiment pas compte de l'importance de Kroos au Real Madrid. Après, je pense qu'il y a quand même une baisse de qualité au milieu de terrain aussi qui fait mal à l'équipe. Je pense que le temps de Kroos, Modric, Modric qui décline, bien sûr. Ouais. C'est passé depuis bien longtemps. Mais ouais, je pense que. Et le plus gros chantier, Nicolas, est-ce que c'est pas la défense finalement, parce que qu'on soit d'accord, Carvajal blessé. Non, moi je pense que Vasquez, défenseur droit, le plus gros chantier. Oui, t'as l'équipe de l'équipe, mais t'as quand même c'est hyper friable derrière. Tu vois Alaba qui est censé revenir, qui est pas revenu, Militao qui est blessé. Aujourd'hui, Mendy qui est Fran Garcia, n'en parlons pas. Je suis en train de citer les noms, j'ai même pas le temps de développer tellement ils sont tous en échec derrière et je pense que ça va être le chantier du Real. Non ? Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas ? Déjà, il faudrait que tout le monde revienne de blessure, parce que peut-être que si Alaba revient de blessure et Militao qui sont à leur meilleur niveau, peut-être que ça se passerait beaucoup mieux en défense. Mais malgré tout, je pense que ça part de l'attaque. Il y a trop de monde qui défend pas. Je veux dire, sur les buts d'hier, il y a plusieurs fois l'équipe elle est coupée en deux et il y a des salves qui arrivent sur eux. Enfin, c'est plus compliqué pour défendre, évidemment. Il y a une rumeur Saliba, ça t'intéresserait ou pas ? Saliba, Nicolas, tu serais intéressé au Real ? Ça renforcerait l'arsenal défensif du Real. Bravo. C'est pas mal. Après, il faut voir si on peut pas laisser la chance au petit Raúl Asensio qui monte. Faut réfléchir quand même. Dit. Et c'est très bon. Sans compter qu'ils vont avoir, sur le plan des égos, on parlait de la ressemblance avec le PSG, ils vont avoir une bombe à retardement le jour où Vinicius, qui pète les plombs assez facilement, va péter les plombs en ayant Mbappé qui joue exactement au même poste. C'est-à-dire que là, c'est une connerie façon Nasser. Le président Mbappé avait envie d'aller au Real, le président avait envie, il y a eu le délai avec la prolongation, et il se retrouve maintenant avec pratiquement le meilleur joueur de l'équipe qui joue à gauche, c'est-à-dire au poste de Mbappé. Et ce qui se dit déjà, c'est que Florentino Pérez serait à l'écoute pour des offres concernant Vinicius, ce qui est évidemment pas le cas d'Mbappé. Aujourd'hui, il mise sur Mbappé, il mise moins sur Vinicius. Il énerve tout le monde, Vinicius. En termes d'image, Mbappé est plus fort que Vinicius. J'ai une question, Nicolas, pour conclure. Est-ce que, toi vous qui êtes supporter du Real, vous tremblez à l'idée d'aller jouer Brest à Guingamp? Au Rondourou. Mais il faut pas, non, c'est un manque de respect. Il faudra pas y aller en pensant gagner, mais non, quand même. Enfin, un supporter du Real Madrid, on peut pas stresser dans la Brest. Il n'y aura pas de complexe d'infériorité, tu me le confirmes. Non, sinon, tu parles espagnol Est-ce que tu parles espagnol? Un poco solo. Bon, tu sais demander un bocadillo et una cerveza? Oui, bien sûr. Un bocadillo de jamón et une crème complète, tu sais la demander ou pas? Guy, c'est quand même un sacré intervieweur. Hein. Face à face de Guy. C'est vrai. Merci. David Letterman, appelle-moi. Merci beaucoup, Nicolas, supporter du Real. Dans quelques instants, on va retrouver Alexandre Corboz avec le But Football Club. On va parler des transferts, on va parler de l'interview qui a mis le feu de John Textor avec le PSG et avec la Ligue, le président de la Ligue, Vincent Labrune. Mais il y a un transfert qui tombe à l'instant. On se retrouve dans quelques instants. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sena et Quentin Fredon. Et tout de suite, c'est l'heure du But Football Club. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Salut Alexandre Corboz. Bonjour à tous. Alors, on a une info qui vient de tomber à l'instant sur laquelle notre ami Emmanuel a des infos. Ça vient de tomber il y a quelques secondes, le transfert en prêt avec option d'achat de Randal Kolo Muani à la Juventus. Absolument, et c'est l'information Sud Radio avec notre journaliste Elvin Nefazio qui est lié à la Juventus, qui est un assidu de Juventino. Un Juventino, comme on dit, la Juve. Donc là, Kolo Muani, un accord avait déjà été trouvé entre le PSG et la Juve. Il manquait le joueur. Kolo Muani qui avait une préférence pour la première ligue, donc qui a essayé un petit peu de faire traîner on va dire la transaction en espérant qu'un club de première ligue se positionne. Alors là, les informations qu'on a pour l'instant, ce sera un prêt de 6 mois payant avec a priori une option d'achat. On parlerait de 60 millions d'euros, mais on n'est pas en mesure de confirmer si c'est une option d'achat obligatoire ou pas, ce qui quand même change beaucoup la donne, parce qu'obligatoire, ça voudrait dire que Kolo Muani automatiquement signerait définitivement à la Juve en fin de saison. Donc voilà, on sait que Kolo Muani part 6 mois à la Juventus, que la Juventus prend
à sa charge le salaire. Oui. Donc il y a une possibilité qui est un gros salaire. Qui est un gros salaire. Il y a une possibilité que derrière ça se transforme en transfert définitif. Et la question se pose de Vlahovic, attaquant titulaire de la Juve. Qu'est-ce qu'il en devient? Qu'est-ce qu'il en advient? Pardon. Est-ce qu'il va rester? Parce qu'on parlait de lui au PSG. Exactement. Il y avait une rumeur. Donc on va en parler de tout ça. Et je vois sur les réseaux Fabrizio Romano et Fabrice Hawkins qui tous les deux parlent qu'il n'y a pas d'option d'achat. Pas d'option d'achat. D'accord, parce que c'est tombé il y a quelques secondes. Donc 6 mois prépayants sans option d'achat. Absolument. Alors, Alexandre Corboz, les transferts, on va en parler rapidement avant de parler de l'interview qui a mis le feu hier soir. L'arrivée de Kvaratskhelia, parce que c'est un peu dur à prononcer. Dans l'équipe, ils disent Kvara. Ça y est, maintenant, ils sont pas chauds. Ou Kvaradona. Mais on parlera du nom des joueurs géorgiens. S'ils font ça avec tous, Zizidadze, ils vont l'appeler. Bon, tu vois, ouais, voilà. Alors, c'est à qui Kvaratskhelia qui arrive de Naples au PSG? A priori, si c'est pas acquis à 100% parce qu'il y a toujours la visite médicale, c'est très bien parti parce qu'il y a l'accord entre les clubs. Et puis on le sait, Gvishka Kvaratskhelia. Ouais. Bravo. L'orthophoniste est heureux. Important. Lui, il voulait déjà partir l'été dernier, il n'était pas parti, bloqué. Donc là, lui, je pense pas que ce soit lui qui fasse bloquer. Donc s'il y a l'accord entre les deux clubs, a priori la visite médicale devrait quand même bien se passer. On parle d'un joueur qui est relativement jeune, qui a que 23 ans, voilà, et qui n'a pas eu de soucis graves dans sa carrière. Donc oui, il y a de fortes chances qu'il arrive à Paris. Donc ça fera 3 Géorgiens en Ligue 1. Oui. L'attaque titulaire de la sélection. Moi perso, la sélection. Vas-y, dis-nous les noms. Rappelle-nous les noms pour qu'on s'amuse. C'est l'examen. Tu sais qu'ils ont eu ça en BEP phoniatre. Et qui est français de première nationalité. Oui. Nico Tadze. Nico Tadze, meilleur buteur de l'Euro. Zuriko Davitashvili à Saint-Etienne, meilleur buteur de Saint-Etienne. Oui. Et on pourrait même en voir arriver un 4e, puisque la presse géorgienne évoque un jeune attaquant qui pourrait arriver à Saint-Etienne ou à Lens, qui s'appelle Georgi Guliashvili, qui a 23 ans, qui joue en Bosnie à Sarajevo. Oui. Il a inscrit 13 buts, 4 passes décisives, 22 matchs cette saison, et il vient à peine de débuter en sélection. Moi, ça me plaît, cette arrivée de Géorgien, parce que à l'Euro, c'était une équipe rafraîchissante, qui allait de l'avant, avec des joueurs offensifs très intéressants. Avec un sélectionneur d'ailleurs qu'on connaît bien. Ouais, on entend le soleil dans la voix d'Alexandre, ça réchauffe. Moi, j'avais adoré cette équipe, c'est la seule équipe qui m'avait vraiment fait plaisir à l'Euro. Donc voir arriver beaucoup de Géorgiens, je me dis que les clubs français ont appris quelque chose, ils se sont dit qu'on peut attaquer en Ligue 1 et que les attaquants géorgiens, c'était pas si mal que ça. Moi, voilà, je partage pas. Alors, je vais me concentrer sur Gvara parce que j'ai pas fait une étude de marché comme toi sur la Géorgie, mais sur l'arrivée de Gvara, pour moi, c'est totalement lunaire. C'est-à-dire qu'il y aurait 6 mois de contrat. On parle de 70 millions d'euros d'un joueur qui a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison. Un an et demi. 1 an et demi resté. Oui, 1 an et demi, bon d'accord, mais 70 millions pour un joueur qui a fait une bonne saison. On revient au problème du Real avec 3 mecs à gauche. Là tu parles de Barcola, Désiré Doué qui joue à ce poste. On a un joueur qui a fait une bonne saison, on décrit comme un joueur très caractériel qui a du mal à être sur le banc et qui est compliqué à gérer dans un groupe. Je comprends pas bien. Il y a toujours pas. Alors on le dit. Il y a notre ami Gonzalo Ramos en neuf, ce qui est très bien, mais c'est bien aussi d'avoir quand même une piste de secours. Donc je pense que la priorité serait plus d'acheter un neuf aujourd'hui. On parlait d'Osimhen ou autre. On peut trouver d'autres options, mais en tout cas acheter un neuf qui concurrence Gonzalo Ramos. À la rigueur mettre 70 millions sur ce profil-là, mais mettre 70 millions sur Gvara qui est 1 an et demi. Ouais, qui reste 1 an et demi. Et surtout, moi, je vais te dire, un joueur qui a fait une saison à un très bon niveau dans un Naples qui cartonnait, qui a fini champion d'Italie. Le contexte est important aussi. Il était porté par un collectif. Je trouve que c'est un vrai pari. Et moi, je suis pas très enthousiaste à l'idée de son arrivée, pour tout vous dire. Un mot et après on va parler du mélodrame d'hier soir. Moi, j'ai juste un truc à dire par rapport à lui, c'est que il correspond à ce qu'a réclamé l'été dernier. Luis Enrique, c'est-à-dire que c'est un joueur 100% Luis Enrique compatible dans les profils. Ça, c'est sûr. Et quand on veut s'adapter, justement, quand on prétend vouloir construire sur la durée avec Luis Enrique, on recrute les joueurs qui demandent. Et c'est un joueur qui demande. Il demande pas de neuf, il demande pas de vrais points, ça l'intéresse pas. Il veut des faux neufs et il veut des ailiers. Donc on lui donne des faux neufs. Donc ça confirme ce qu'on savait déjà, que c'est Enrique et pas Campos le boss. Voilà. Oui, voilà. Après Campos, il a validé ce profil. Hein, donc, oui. C'est le patron qui lui a dit, il a validé. On va en parler pendant un peu plus de 2 minutes. Hier, ça a été le mélodrame, les propos incendiaires de Textor qui a dit que la Ligue est d'une manière assez folle dominée par Nasser Al-Khelaifi. Alors, d'après l'équipe, Vincent Labrune aurait contacté Textor hier. Un premier échange avec les deux hommes et Textor aurait dit « Je n'aurais pas dû utiliser ces termes. J'attends avec impatience une conversation respectueuse sur ces sujets qui nous préoccupent. »
préoccupe. Est-ce que l'incident est clos ou est-ce qu'il faut voir plus loin ou est-ce que l'âge de guerre n'est pas enterré, Alexandre? Là, il parlait de Vincent Labrune. Parce oui, que absolument, de Vincent Labrune. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 lectures. Parce que lui, il est très content de ce qu'il a dit hier. C'est pas parce qu'il s'est excusé auprès de Vincent Labrune qu'il est pas mécontent de moi. Au contraire, les échos que j'avais aujourd'hui, c'est vraiment qu'il a fait vraiment ce qu'il voulait faire, à savoir mettre un coup de pied dans la fourmilière, dénoncer ce qu'il n'appréciait pas dans le foot français. Il l'avait fait l'an dernier au Brésil, à Botafogo. La même stratégie de fonctionnement. On critique la corruption, on critique, voilà, il avait été en justice pour ça et il avait gagné à ce moment-là. Il était ressorti grandi de ça et cette année il a tout gagné au Brésil. Je pense que c'est la même stratégie qu'il essaye. Il essaye de casser vraiment l'établissement en place et pour casser l'établissement, il faut qu'il gagne sa bataille face à Nasser et il est parti en croisade en se posant aujourd'hui comme le Che Guevara, comme l'opposition, la seule opposition qui existe aujourd'hui à Nasser El-Khalifi. Et je suis pas sûr qu'il arrive à fédérer quand même des présidents parce qu'il y a quand même beaucoup de peur chez les présidents. Beaucoup de pro-Labrune. Oui, mais et voilà. Puis après, pour Labrune, il s'excuse parce que l'idée en fait de départ, c'était de renouer le dialogue avec le président avec qui il n'avait jamais parlé. Donc c'est raté. Donc non, mais il l'a fait. Non. Il l'a fait. Oui, Labrune l'a appelé directement. Donc au final, il a eu ce qu'il voulait là-dessus. Oui, et il a aussi eu ce qu'il voulait par rapport à la DNCG, c'est qu'il a mis Jean-Marc Mikeler dans une sauce incroyable. Et Mikeler a répondu. Là, il y a quelques minutes aussi, comme par hasard, à partir du moment où la DNCG a répondu, il y a eu quelques tweets qui sont sortis, des anciens tweets de Mikeler qui bizarrement très pro PSG il y a une dizaine d'années sur Twitter. Ah oui. Voilà, ça c'était une vengeance lyonnaise. Ils attendaient justement que Mikeler ouvre la bouche pour dégainer ce qu'ils avaient sur lui. Donc là, c'est vraiment la guerre contre le patron de la DNCG, parce qu'il veut faire sauter le patron de la DNCG qui considère comme pas indépendant car trop lié au PSG. Il veut faire la guerre à Nasser. Par contre, Vincent Labrune, c'est un dommage collatéral. Mais si Vincent Labrune se rallie à l'opposition, eh ben, il le prendra volontiers. Il faudra faire un sujet sur la DNCG, Philippe, dans l'émission, vraiment. Faut qu'on fasse un sujet sur la DNCG. Merci beaucoup, on n'a plus le temps, Alexandre Corbeau. Merci Guy Carlier. Merci Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. Dans quelques instants, notre ami Jacques Pessis dans Les Clés d'une Vie au soir, Henri Lovenbruck. Et demain, de 20h à 21h, Les Vraies Voix du foot avec Tonton Maurizio et sa bande. Allez, à demain 17h pour Les Vraies Voix.